va commencer par les Highlanders de New York. Les Highlanders de New York qui étaient dans une situation absolument terrible, on disait terrible, avant d'entamer la saison. Aucune recrue cet été et un changement de coach. Barry Trotz, coach légendaire de la franchise, était parti. Mais au final, aujourd'hui, c'est bien eux qui sont 3e de la conférence Est avec... Non, pardon. Attends. 2e. J'ai perdu. Oui, voilà. 3e de la conférence. Oui, pardon, de la conférence. Avec 22 points en 17 matchs, 57 buts marqués, 43 buts encaissés. Qu'est-ce que tu penses, toi, Jordan, de cette équipe des Highlanders et est-ce que tu kiffes? Alors, tu l'as résumé, ils avaient perdu Barry Trotz, ils ont fait monter du coup Lane Lambert, qui est le nouveau coach. Ouais. C'est ça. Qui était déjà dans le système. Hein. Dans le staff. Voilà, qui était déjà dans le staff. Oui, c'est pas. Ouais, il était déjà dans le staff, mais c'est sa première, on va dire, expérience en tant que head coach. Bah écoute, j'en suis assez surpris parce que effectivement, tu l'as annoncé, on se disait que cette équipe allait pas être au top. On lui prédisait quand même beaucoup les bas de classement avec les Blue Jackets. Finalement, elle est pour l'instant 11-6. Moi, je retiens principalement deux choses. Quand on regarde en fait les statistiques un peu avancées de l'équipe, on se rend compte que c'est une équipe qui, en tout cas, prend théoriquement beaucoup moins de buts qu'elle ne le devrait. Ouais. Ils sont à 29 buts encaissés contre 39 en expected, donc ça fait quand même un différentiel de 10 buts, ce qui est plutôt énorme. Lorsque l'équipe va en overtime, pour l'instant, ça leur est arrivé 2 fois, ils ont réussi à obtenir 2 victoires. Et bon, ils n'ont pas eu le calendrier le plus compliqué du début de saison. Ils ont quand même beaucoup. Ils ont joué, bon, contre les Coyotes, ils ont perdu, mais ils ont joué les Senators, ils ont joué les Blue Jackets, ils ont joué les Sharks quand les Sharks n'étaient pas très forts. Ils ont joué les Ducks, ils ont joué les Blackhawks, etc. Mais ils ont quand même réussi à obtenir des victoires on va dire de haut rang contre des équipes de leur division. Ils performent très bien contre les Hurricanes. Ils ont gagné 2 fois contre les Rangers. Donc tout ça, c'est plutôt assez positif pour la franchise. Maintenant, comment l'expliquer? Pour moi, il y a déjà il y a la performance des gardiens. Semyon Varlamov et Ilya Sorokin, surtout Sorokin d'ailleurs, qui est pour l'instant à 92% d'arrêt ou 93% d'arrêt, quelque chose comme ça. Et parmi les meilleurs gardiens, ils ont aussi un des meilleurs penalty kills de la ligue avec 84%, ce qui est plutôt correct. Et donc du coup, ça fait qu'au niveau même si ils ont tendance à faire peut-être un peu plus de fautes que la moyenne, ils prennent quand même pas beaucoup de buts. En tout cas, du moins en powerplay. Enfin en penalty, oui. En powerplay adverse, on s'est compris. Leur powerplay à eux est moyen sans être catastrophique. Et surtout, on s'en rend très vite compte en regardant les buts marqués par les Highlanders, c'est leur capacité à sortir de leur zone et du coup, en fait, à faire... c'est pas vraiment du coast to coast parce que c'est pas un seul joueur qui va le faire, mais en fait, c'est la capacité qu'ont les défenseurs à trouver rapidement leurs attaquants dans le dos des défenseurs adverses. Tout à fait. Je ne sais pas si je m'explique bien. Si, absolument. Voilà. C'est très intéressant ce que propose les Highlanders, c'est vrai, depuis le début de saison. Quand même, l'année dernière, on avait eu beaucoup de problèmes par rapport aux blessures, etc., qui avaient un peu entaché le bilan de la franchise, même si évidemment ils n'ont pas été bons. Mais aujourd'hui, on a des joueurs qui ressortent, des joueurs qui l'année dernière offensivement n'ont pas brillé. Mais je trouve surtout que, on en parlait évidemment avant l'émission, les défenseurs sont plus inspirés et ils ont beaucoup d'usage rate de palais, en fait, de temps avec le palais, beaucoup plus que les autres franchises d'ailleurs. Et si on regarde les points, ça se ressent évidemment. Un joueur comme Noah Dobson, qui est exceptionnel, hein, bien sûr, a marqué 12 points en 17 matchs. Et d'ailleurs, à 22 ans seulement, dans les joueurs bien sentis pour partir pour le Norris. Mais donc, je trouve intéressant le côté, on a regardé ce qu'on avait, donc des très bons défenseurs, des très bons gardiens et des attaquants
puissance. En tout cas, il n'y a pas vraiment d'attaquants créateurs absolument géniaux, quoi. Et l'adaptation de leur jeu vis-à-vis de ça est, je trouve, particulièrement intéressante. On a un jeu, évidemment, avec des attaquants qui démarrent très haut parce que les défenseurs peuvent assurer les passes. C'est pas toujours le cas. Je vais pas te l'apprendre parce que tu es fan des Leafs. Ouais. Donc voilà, on a encore eu un exemple sur le match contre Pittsburgh. Mais voilà, je trouve que cette utilisation de l'effectif comme ça et connaître les qualités de son groupe, c'est très intéressant en termes de gestion de jeu et d'adaptation à une situation. Et aussi, ça montre que prendre un membre de ton groupe, un coach qui était déjà dans l'effectif, ne veut pas forcément dire garder la même philosophie. C'est pas vraiment la même philosophie que sous Barry Trotz, où vraiment c'était des matchs particulièrement défensifs, etc. Ça se base sur une solidité qui est peut-être un peu similaire, mais en tout cas offensivement c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, Jordan, si tu me diras ce que tu en penses, mais Mathieu Barzal est le métronome de cette équipe aujourd'hui. Il est à 0 but. 18 passes. Mais 18 passes quand même. Donc ça fait plus d'un point par match. Voilà, exact. Alors, effectivement, je comptais après parler justement de. Parce que l'équipe tourne quand même, en attaque, effectivement, autour de Matt Barzal. Il est le franchise player des Landers. C'est normal, c'est le rôle qu'on attend de lui. Mais je trouve que. Alors, est-ce que c'est volontaire? Enfin, c'est toujours un peu le. Comment dire? Oui, c'est forcément volontaire, mais c'est toujours un petit peu compliqué parce que il n'y a que les Lambert qui peut y répondre. Hein. Mais est-ce que c'était à la base quelque chose qui était envisagé comme ça dès le début, en fait, faire de Matt Barzal, on va dire, un peu le quarterback de cette équipe qui trouvera, enfin tu disais que tu n'avais pas de créateur. Moi, je trouve que Matt Barzal, il arrive quand même bien à créer des opportunités. Oui, bien sûr, évidemment, mais en excluant un peu. Ouais, mais voilà, effectivement, je suis d'accord que c'est assez limité, c'est pas comme d'autres équipes. Et effectivement, et en plus de ça, il arrive très bien à faire. Ce qui est très fort avec Barzal, c'est qu'on l'a vu, par exemple, si on prend Josh Bailey, par exemple. Josh Bailey est un joueur qui, la saison dernière, n'avait pas marqué beaucoup de buts. Il avait un peu déçu là, cette année. Dès que tu le mets avec Barzal, en fait, 100% de ses buts sont sur des passes de Barzal. Ce qui est relativement intéressant, en fait, c'est qu'il arrive à faire marquer Underfield, il arrive à faire marquer Brock Nelson. Ça, il arrivait déjà avant. Mais maintenant, il arrive aussi à faire marquer des joueurs, on va dire, autres de la franchise. Et en fait, dès qu'il est sur la glace, il est automatiquement dangereux. Et mieux encore, les Highlanders, collectivement, deviennent automatiquement dangereux. On en parlait aussi tout début dans l'émission. Moi, j'aime beaucoup l'utilisation des centres tels qu'elles sont faites par les Highlanders, où vraiment, ils n'hésitent pas à aller au contact du filet. Et ce qui en fait amène très souvent des situations où le gardien est gêné dans sa vision, est gêné dans ses déplacements. Et comme l'équipe bouge bien, parce que on a dit, ils ont quand même un jeu de passe qui est assez performant, et en fait, très vite, tu arrives à amener des situations de but. Et derrière, ça c'est aussi quelque chose que tu te rends compte, et on se rend compte assez vite. Derrière, même si Sorokin ou Varlamov font beaucoup d'arrêts, il faut le reconnaître, c'est une équipe qui subit beaucoup de tirs. Je vais prendre l'exemple de Ovechkin, parce que tout le monde, n'importe quelle personne qui a regardé du hockey voit un petit peu le type de but que peut être Ovechkin, où tu sais pas comment ça se fait, il est complètement tout seul, il met un énorme slap shot. Les Highlanders arrivent énormément, en fait, je trouve, à couvrir les joueurs adverses. C'est assez rare que les joueurs peuvent tirer, mais ils sont jamais, en tout cas, ils n'ont jamais pléthore de temps pour tirer ou pour prendre une décision, pour ajuster le gardien. Il faut toujours qu'il tire en mouvement, il faut toujours que voilà. Donc, même si effectivement ils subissent beaucoup de tirs, la couverture défensive de l'équipe est loin d'être ridicule. Tout à fait. Mais après, ce qui facilite évidemment la vie du gardien. Petite question par rapport au gardien, justement. Est-ce que tu considères que c'est le meilleur duo de gardien dans la ligue aujourd'hui? C'est compliqué. Je ne sais pas si c'est le meilleur duo de gardien, parce que je ne sais pas si... typiquement, par exemple, Linus Ullmark, en ce moment, fait une telle saison avec les Bruins que tu peux mettre n'importe qui, ça devient presque le meilleur duo de gardien. Oui, ça peut être... j'y pensais pas, mais c'est vrai que ça peut être parmi les participants. Peut-être les Bruins, éventuellement. Ouais, voilà. Les Kings.
Mais en revanche, je pense que tu es Sorokin ou que tu es Varlamov, Ouais. tu auras quand même un gardien qui sera très stable. C'était un peu, par exemple, on va parler un peu des Avs l'an dernier. Alors bon, pardon, j'ai perdu son nom. Kemper ou le deuxième? Kemper, voilà. Kemper était OK, le deuxième, c'était vraiment pas ouf, quoi. Hein. C'est Franco, c'est ça? Ouais. C'est Voilà. toujours le deuxième gardien des Avs, d'ailleurs. Ouais, alors c'est toujours parce que oui, maintenant c'est Georgiev. Mais du coup, en fait, en gros, quand c'était avec Francouz, l'équipe elle trop s'inquiéter quand même. Je trouve que Varlamov dégage pas du tout cette aura d'inquiétude que tu te dis, bon, bah, Varlamov, OK, potentiellement, tout le monde, tu peux te faire golite, quoi. Bah, c'est un gros sentiment qui revient quand même sur des franchises quand même assez importantes. Carolina, quand c'est pas Andersen, c'est Antti-Ranta et c'est très compliqué. Pour ce qui est de, comment dire, je cherche mes mots. New York, il y a Jaroslav Halak qui est numéro 2, c'est plus Georgiev. Des équipes avec des très gros gardiens ont souvent des numéros 2 assez faibles et du coup ça pêche forcément. Tu vois, à Nashville, le numéro 2 c'est Lankinen, même si Saros fait pas une très très belle saison, Lankinen est vraiment pas assure vraiment pas derrière. Donc c'est un peu compliqué.